Et ça y est, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live meeting organisé par Lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous êtes déjà nombreux en train de vous connecter progressivement. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Le temps que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds senior chez Lita. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de Make My Lemonade, la marque de prêt-à-porter et de décoration française fondée par Lisa Gachet, qui est avec nous aujourd'hui, et qui propose des collections de vêtements féminins et des objets colorés et audacieux, distribués en ligne et dans ses 2 boutiques à Paris et à Lyon. Donc, petit spoiler, la campagne vient juste de passer en collecte. On va en reparler après, mais sachez-le d'entrée de jeu. Et voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc je réitère encore un grand merci à tous de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées via notre plateforme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lita, je vais juste redire un petit mot. Lita, c'est une plateforme de financement citoyen qui est dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous, avec des investissements à partir de 100 € sur notre plateforme, qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyens et citoyennes. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Lisa Gachet, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'Inès Guilloni, qui sont respectivement fondatrices et directrices générales de Make My Lemonade, et que je vais laisser se présenter juste après. Bonjour Lisa, bonjour Inès, et merci beaucoup d'être avec nous. Avant de vous laisser la parole, je vais juste rapidement présenter l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Sachez que vous avez 2 onglets qui se trouvent en bas à droite. D'abord l'onglet chat qui sera plutôt destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien et aussi à nous dire pourquoi pas comment vous avez connu Make My Lemonade. Et s'il y a un quelconque problème technique, ce sera aussi sur cet onglet qu'il faudra le manifester. Et puis, vous avez l'autre onglet, l'onglet questions, pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Et on prendra le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live. Voilà un petit peu pour l'outil. Ce live va durer entre 45 minutes et 1 heure. Et il se déroulera donc en 2 temps. D'abord, une présentation de Make My Lemonade et des raisons de cette levée de fonds. Et puis ensuite, voilà, une session questions-réponses. Je vois que personne ne m'a confirmé qui m'entendait, donc j'espère que vous m'entendez. N'hésitez vraiment pas à faire un petit bonjour sur le chat, ce sera plus rassurant pour nous. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Je vais partager votre présentation et Lisa et Inès, je vais vous laisser la parole. Trop bien, merci beaucoup Maude et merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On va se présenter rapidement avec Lisa, mais avant ça, je voulais juste pour les personnes qui sont là et qui ont déjà placé une intention sur la levée, je voulais vous remercier parce que avec Lisa, on a été éblouis par l'accueil. Honnêtement, le mot est faible encore, par l'accueil qu'a eu voilà, le fait de vous proposer de devenir actionnaire de Make My Lemonade. Donc, un immense merci pour ça. On aura l'occasion d'en parler, je pense, dans le Q&A, mais on tenait à introduire comme ça. Et donc, rapidement, je vais laisser la parole à Lisa après pour parler un tout petit peu de la marque au début. Et voilà, on se passera la balle. On est ensemble dans la même pièce, comme vous pouvez le voir. Ouais. Et moi, je suis Inès et je suis la directrice générale depuis bientôt 3 ans de Make My Lemonade, donc associée de Lisa. Voilà. Et moi, je suis Lisa Gachet, je suis la fondatrice et la directrice artistique de Make My Lemonade depuis 10 ans. Et j'ai été rejointe par Inès il y a 3 ans et ça a été le Big Bang dans Make My Lemonade et beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et on va vous raconter un petit peu c'est quoi Make My Lemonade. Ouais, si ça vous va, on peut commencer. On a prévu une petite présentation pour vous raconter un peu la marque d'un point de vue plus business. Pour que ça vous donne un petit peu les clés aussi. Et ensuite, on va vous expliquer pourquoi on lève des fonds, avec quel objectif. Et voilà, n'hésitez pas, ensuite, on pourra échanger pendant la phase de Q&A. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en live. Donc, Make My Lemonade, je pense que vous l'avez compris. Si vous étiez là quand Maude faisait la présentation, elle a très bien expliqué. On est une marque aujourd'hui de prêt-à-porter et d'objets de décoration française qui est née donc de l'idée de Lisa, qu'elle vous expliquera un petit peu plus, et de son blog de DIY il y a plus de 10 ans maintenant.
On fait des objets et du prêt-à-porter, historiquement beaucoup plus de prêt-à-porter, du 34 au 52 en Europe. Et l'idée de la marque, c'est qu'on fait des vêtements qui cassent le statu quo, éveillent le quotidien. Donc, c'est très coloré, c'est des prints que vous n'allez pas voir ailleurs. C'est des pièces qui sont assez remarquables. L'idée de la marque, elle est née il y a 10 ans de toi, Lisa. Oui, il y a 10 ans, en fait, mon parcours, j'ai fait une école de mode, j'ai fait le Duperré de 2006 à 2009. Et en sortant, j'ai tout de suite travaillé dans des maisons de couture chez Yves Saint Laurent, et quand ça s'appelait encore Yves Saint Laurent. Et ensuite, j'ai travaillé pour Bonpoint et j'ai fait des freelances pour d'autres maisons. Et j'ai eu beaucoup de mal à me dire que j'allais travailler toute ma vie pour quelqu'un d'autre, mais je ne savais pas qu'une autre voie était possible, en tout cas celle de l'entrepreneuriat. Et je pense que j'avais un besoin de reconnaissance, donc j'ai commencé à mettre mes idées sur Internet en montant un blog qui s'appelait Make My Lemonade. Et en fait, je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça, si ce n'est un besoin de partager, de montrer qu'on pouvait faire des choses assez extraordinaires de ses 10 doigts sans que c'est l'air... on va dire un peu has-been, parce qu'à l'époque, il y a 12 ans, faire du bricolage, on ne disait pas encore du do-it-yourself, c'était un peu vu comme macramé, et on a un peu redonné cette lettre de noblesse au do-it-yourself. Et ça a pris beaucoup d'ampleur assez rapidement, je n'avais pas trop compris, mais je me suis dit qu'il y avait une place à prendre, et j'ai engendré, on va dire, une base de données de tutos, de recettes, de looks pendant plus de 2 ans. Je travaillais aussi pour faire de la scénographie pour des événements, et au bout de 2 ans, la magie de faire un dessin et de le voir devenir un prototype et après un produit me manquait, et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de raccorder tous les wagons. Et Make My Lemonade est arrivé, en fait. Je me suis dit que les articles les plus lus sur mon blog, c'était les articles de couture et les looks. Et en fait, j'allais essayer de faire des vêtements que j'avais envie de porter, qu'on voit pas partout. Et souvent, je démontais des vêtements vintage. Et donc, c'est un des aspects de l'ADN de Make My Lemonade, c'est qu'il y a un petit feeling rétro. Et c'est que ça a commencé comme ça. Et la communauté Make My Lemonade est devenue une potentielle clientèle. Ouais, donc aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une DNVB, donc on est une marque qui est distribuée via des canaux directs. On est distribué en ligne principalement, mais on est aussi distribué via nos 2 boutiques. On a une boutique à Paris, une boutique à Lyon. Et ce qui rend la marque vraiment unique, c'est ce qu'expliquait Lisa, c'est comme c'est une marque qui est née au début du fait que Lisa ait rassemblé pas de façon volontaire, mais par attrait commun et par intérêt commun, une vraie communauté autour d'elle. Dès les premières collections, on a vraiment eu une communauté qui était au rendez-vous et qui attendait à la fois les pièces de Lisa, mais aussi l'expérience Make My Lemonade. Donc je pense que c'est ça, s'il y a une chose clé à comprendre sur cette marque, et d'ailleurs je pense que le fait qu'on soit là aujourd'hui en est bien la preuve, c'est qu'on est une marque qui est vraiment née de la communauté et qui a un rapport vraiment, vraiment unique à sa communauté. Et souvent, quand on crée les collections en réponse aux commentaires, au feedback que nous ont donné la communauté. Il y a un vrai échange, et longtemps, vu qu'on mettait les patrons de couture en ligne, on a ajusté les modèles en fonction des retours des couturières. C'est trop cool. Donc le caractère unique, il existe vraiment sur la communauté, mais on a aussi je trouve d'autres choses qui sont très importantes à avoir en tête sur la marque. Le premier, c'est qu'on est une marque qui est assez distinctive et unique à la fois par ses créations, mais aussi par son image. Lisa et toute l'équipe de DA passent du temps à faire en sorte que on ait une imagerie et des designs dans nos vêtements qui soient vraiment reconnaissables et identifiables à la marque. Moi, je le dis souvent, et je trouve que c'est quelque chose qui est fort dans notre marque, c'est que quand on scrolle sur Instagram, comme on le fait tous, de façon infinie, un visuel Make My Lemonade, on n'a pas besoin de lire que c'est Make My Lemonade au-dessus comme marque, on le sait, parce que c'est une marque qui a vraiment une DA très identifiable et vraiment très forte. Donc ça, c'est un point qui est important. Et un autre qui est clé, c'est qu'on a une marque qui a pris l'angle de l'engagement dès le début de la création.
de la marque. Le premier pilier fort sur lequel on s'appuie, c'est le fait de proposer tous nos vêtements du 34 au 52. Aujourd'hui, si vous connaissez un petit peu le marché du prêt-à-porter, en général, les marques vont jusqu'au 42, au 44 au maximum, les marques dites classiques. Et en fait, le marché, sinon, il est spécialisé sur de la grande taille. Il y a très peu de marques qui ont un éventail de taille aussi large que le nôtre. On en propose 10 tailles aujourd'hui. Évidemment, on ne peut pas habiller tout le monde avec 10 tailles, mais ça nous permet d'habiller le plus de morphologie possible aujourd'hui. À terme, on aimerait bien d'ailleurs augmenter à nouveau pour avoir 2 tailles supplémentaires. Donc ça, c'est un premier parti pris fort. Et le second, c'est qu'on est une marque qui fabrique 99% de sa production en Europe. Tu le raconteras mieux que moi, Lisa, mais au tout début, c'était plutôt par envie de pouvoir aller voir nos fournisseurs avant de se dire que c'était cool de faire du Made in Europe. Mais c'est resté. Puis, c'est pas tant cool, c'est que c'est un prérequis aujourd'hui. Si on fait de la mode, il faut que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles et on peut pouvoir auditer un atelier facilement. Enfin, je pense que les mots comme éthique ou inclusif, vous les avez écrits sur ce deck, mais on les utilise pas du tout dans notre com parce que inclusif, ça voudrait dire habiller tout le monde et on habille le plus de femmes possible. Pour nous dire engagé, ça me paraît être la base quand en 2025 on crée des vêtements neufs. Ouais, donc un caractère un peu unique dans les créations et des valeurs fortes, c'est des choix que Lisa a vraiment fait depuis le début et sur lesquels on n'a jamais dérogé et on n'est pas prêt de le faire. Tout ça, ça a amené la marque sur une très belle trajectoire. Donc aujourd'hui, en 2024, on a réalisé près de 8 millions de chiffre d'affaires et comme vous pouvez le voir, c'est une croissance qui vient s'additionner à la rentabilité. Je vous ai pas mis 10 ans d'historique, je vous ai mis que 5 ans, mais depuis 2020, la trajectoire de chiffre d'affaires est assez impressionnante et la marque est rentable depuis 2020 et la rentabilité connaît la même croissance puisqu'on est sur une rentabilité relativement stable depuis 5 ans. Toutes ces informations, Maud aura l'occasion de vous le redire, je pense, sont dans le dossier d'investissement que vous pourrez revoir, mais je vous ai juste mis la trajectoire de chiffre d'affaires pour vous montrer la success story que ces choix que Lisa a fait depuis le début a engendré. Aujourd'hui, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de comment on fonctionne, je pense que ce qui est clé chez Make Money Lemonade, c'est qu'en fait, on lance pas des vêtements ou des objets, c'est plutôt qu'on vient raconter des histoires tous les mois à notre communauté. Donc, chaque mois, on va dropper une nouvelle histoire. Alors, 3 fois par an, ça va être une collection assez conséquente de prêt-à-porter qui correspond à la saison. Mais parfois, ça va être juste une capsule ou une pré-order qui, pour nous, sera l'occasion de raconter une nouvelle histoire à travers un shooting photo et toute une déclinaison de contenu autour de ça. Et ça, c'est un parti pris fort que Lisa a eu depuis quasiment le début. Ouais, au début, c'était des toutes petites collections. Et en fait, j'étais très frustrée parce que j'avais 400 pièces et j'avais envie de raconter vraiment une histoire, raconter un peu les valeurs de Make au travers des shootings photos. Et évidemment, les collections se sont aussi étoffées, mais quand on dessine les vêtements, on pense presque au shooting final et au message qu'on a envie de véhiculer. Et ça, depuis le début. Et c'est trop chouette maintenant d'avoir une vraie colonne vertébrale de collection. Donc on sait quels sont les grands temps forts de l'année. Donc il y a 3 grandes collections, c'est les grandes histoires et ensuite les capsules viennent, on va dire, animer ces grandes histoires. Donc ça, c'est une façon assez unique de proposer nos produits à notre communauté et qui entretient aussi le rapport fort qu'on a avec elle. Donc voilà, chaque shooting, on vous a mis un petit florilège ici, mais il y en a plein d'autres sur notre site et sur notre Insta. C'est vraiment à chaque fois l'idée de raconter une nouvelle histoire. Et moi, quelque chose qui m'a bluffé quand j'ai rencontré Lisa, c'est quand on parlait d'une nouvelle collection. Lisa avait quasiment systématiquement toujours déjà le shooting photo en tête avant même de commencer à dessiner les premières pièces. Ce qui montre que l'histoire qui va avec, en fait, est tout aussi importante que la collection en elle-même. Voilà, on vous en a parlé rapidement, mais donc la démarche éco-responsable, elle était au cœur, en tout cas le plus éco-responsable possible, était au cœur de la marque dès le début. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 99% de nos produits sont fabriqués en Europe. Nos pays de façon les plus utilisés, c'est le Portugal avec qui on travaille énormément, la France, la Bulgarie, on travaille aussi beaucoup avec l'Italie. On sélectionne aujourd'hui nos ateliers, on vérifie qu'ils ont été audités et ceux avec lesquels on travaille le plus, on s'y rend nous-mêmes. Et l'idée, c'est qu'on essaie de travailler avec les matières les plus responsables possibles. Quand le choix nous est donné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a une marque qui est quand même pricée, on n'en a pas parlé, assez raisonnablement. Une robe Make Money Lemonade, ça coûte entre 150 et 170 euros. Un pantalon, 110 euros.
un haut entre 90 et 100 euros. Donc pour du Made in Europe avec les meilleures matières possibles, c'est vraiment un juste prix. Donc ça nous force parfois à faire des arbitrages de choix de matière. On essaie de faire au maximum du bio, évidemment, au maximum du recyclé, mais parfois on peut pas se le permettre pour rester dans un prix qui reste raisonnable pour la cliente finale. Oui, souvent, pour éviter que ce soit impacté sur la cliente, on annule le produit, quoi. Enfin, c'est plutôt comme ça qu'on construit les collections. Et je vous ai pas dit, parce que j'imagine, j'anticipe vos questions, les 1% qui restent, c'est depuis qu'on fait de la déco. On a outsourcé une partie de nos productions en Inde, donc c'est très mineur puisque c'est moins de 1%. Mais notamment pour nos collections de tapis, pour ceux qui nous suivent, on a lancé déjà 3 précommandes de tapis depuis le lancement de The Lemonade Home, donc notre ligne maison. Et pour les tapis, on est allé chercher un savoir-faire de tissage en Inde. Dans une usine avec laquelle la personne qui s'occupe de ça chez nous avait déjà travaillé, qui avait déjà été auditée. Donc, on était en pleine confiance et on travaillait avec eux. C'est l'usine avec laquelle on a fait des tapis pour notre collaboration avec Monoprix. Donc, on avait le groupe Monoprix derrière nous. Voilà. Aujourd'hui, la marque, elle s'appuie pour 30% de son chiffre d'affaires sur des best-sellers. Que si vous connaissez bien la marque, je pense que vous avez déjà aperçu, évidemment chez nous, mais aussi dans la rue, sur d'autres personnes. Aujourd'hui, on a une dizaine de produits qui font 30% du chiffre d'affaires et qui sont le body Martha, qui est le body iconique que Lisa avait lancé c'était un des 2018, je crois. 2018, donc ça fait déjà longtemps que ce produit est iconique chez nous. Il avait été lancé via des précommandes et ça avait été un énorme carton et ça continue d'être un best-seller chez nous. Le trench Raoul, que vous connaissez peut-être, qui est un trench oversize hyper qu'on vend énormément. La lampe Otari depuis le lancement de la maison et bien sûr les sacs bananes à paillettes que je pense on ne nomme plus, que vous connaissez toutes et tous. Mais pourquoi est-ce qu'on vous raconte ça? L'idée c'est de se dire qu'en fait la marque aujourd'hui, évidemment il y a une logique de collection et de nouveautés qu'on va raconter, mais en fait c'est aussi on s'appuie énormément sur ce socle de références best-seller qu'on vient d'ailleurs renouveler quand on voit que dans une collection il y a une référence best-seller qui fonctionne bien. C'est un peu une façon pour nous de la tester puisqu'on a des productions qui sont assez petites parce qu'on fait en sorte de ne pas avoir de stock. Donc les productions sont assez réduites et quand ça fonctionne bien, on va les placer dans les iconiques pour qu'ils puissent être réédités. Donc aujourd'hui, c'est un peu notre façon de construire l'offre aussi. On a beaucoup parlé du en ligne depuis le début de Make Money Money, mais depuis 2018, Lisa s'était lancée dans l'aventure du retail à Paris avec une boutique Quai de Valmy, donc au bord du canal Saint-Martin, qui a ouvert un flagship, qui a ouvert en 2018, donc pré-Covid. Et depuis l'été dernier, on a une seconde boutique qui a ouvert à Lyon. La boutique de Lyon, elle a moins d'1 an, donc et elle a fait des très bonnes performances. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de vous parler des performances de la boutique de Paris. C'est une boutique qui, en 2023, a réalisé plus d'1,5 million de chiffre d'affaires hors taxe et qui en a réalisé 1,7 million, c'est pas sur la slide, hors taxe en 2024. Donc, c'est une boutique qui connaît une croissance assez incroyable, puisque d'ailleurs, entre 2022 et 2023, elle a fait plus 56% de chiffre d'affaires. On est hyper content de cette boutique. Déjà, c'est un écrin génial pour notre marque si vous y êtes jamais allé et si vous êtes à Paris ou de passage à Paris prochainement, je vous invite à y aller. Ça vous permettra de bien comprendre ce qu'est Make My Lemonade et l'ensemble de notre offre. Et en plus de ça, sa performance nous confirme qu'en fait, le retail est une bonne voie pour nous et que c'est une façon pour nous de faire vivre aussi la marque différemment et de l'essayer. Et on a d'excellents retours sur cette boutique. Donc l'objectif, c'est que Lyon connaisse une trajectoire similaire et que nos futures boutiques, puisque ça fait partie de notre plan de développement, connaissent aussi une trajectoire ISO à celle de Paris. Lisa, tu peux peut-être parler de qui on s'est entouré depuis le début. Depuis le début, on s'est entouré de différents business angels. Le premier, c'est Sébastien Lucas, qui est un ami de longue date et qui avait des serveurs sur lesquels il a hébergé des très gros sites d'infos. Il a revendu, je crois, en 2017, 2018, je ne sais plus. Et depuis, il est extrêmement bon dans le lead management et il nous donne beaucoup de conseils au quotidien. Dan Arwa, je l'ai rencontré en 2018. C'est le fondateur, un des fondateurs de Bash, qui nous a rejoint en 2018 pour la levée qu'on avait fait pour l'ouverture de la boutique. Et à ce moment-là, il y a aussi Sacha Bostoni qui était mon collègue de bureau, mon premier bureau de Make My Lemonade, c'était dans les bureaux de Jimmy Fairley. Et on a suivi, on va dire, nos aventures. Et récemment,
il nous a remis un peu tout et est rentré, il s'est consolidé dans notre capital Sacha. Donc, c'est des gens qui nous suivent depuis le début et qui sont présents. Et c'est et avec Inès, on est les 5 board members, et avec aussi notre directeur financier. Ouais, Mathias, qui n'est pas là aujourd'hui, mais... Au-delà du fait qu'on s'appelle très régulièrement, parce que des personnes qui nous conseillent au quotidien, on a 4 boards par an avec ces personnes qui nous accompagnent dans notre développement par leurs conseils et aussi leur soutien financier quand ils en ont eu l'opportunité. Donc aujourd'hui, on est vraiment soutenu par eux, qui sont des experts de l'industrie. Et donc vous l'aurez compris, l'idée c'est d'ouvrir un autre poste au board pour donc une personne qui représentera la holding de l'ITA, puisque aujourd'hui on lève des fonds, donc on lève un montant cible sur l'ITA, comme l'a dit Maud, de 1,5 million. On a fait une phase de pré-collecte qui a dépassé ce montant cible, puisqu'on a atteint plus de 1,6 million d'intentions. Donc les places vont être limitées à notre capital, et on est hyper heureuse, je vous l'ai déjà dit, mais de l'accueil qu'on a reçu dès le début. Et le but de cette levée de fonds, elle va nous servir à 3 objectifs. Le premier, on en a un petit peu parlé, c'est d'accélérer l'expansion retail. Alors l'objectif, c'est pas d'ouvrir 20 boutiques dans les 5 prochaines années, pas du tout. C'est d'aller chercher des villes dans lesquelles on a une bonne présence communautaire et en e-commerce, et d'aller ouvrir des points de vente qui restent super expérientiels là-bas. Donc typiquement, on a identifié, je pense que vous pouvez le deviner, mais Bordeaux. On va ouvrir dès cette année une boutique à Lille, parce qu'on a déjà trouvé un super emplacement. Et l'idée, c'est d'aller chercher 2 ou 3 autres villes clés en France, et d'ouvrir une seconde boutique à Paris. Donc c'est un développement retail qui est conséquent, mais qui reste raisonné et limité, et qui se fera progressivement dans les 5 prochaines années. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est d'aller pouvoir développer, grâce à ces fonds, des verticales de produits où on sent qu'on a un potentiel, mais qu'on n'a pas encore poussé, faute de staffing, de compétences en interne. Évidemment, la maison, ça en fait partie. Alors la maison, on l'a quand même bien lancée, mais l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin et de pouvoir explorer plus de choses en recrutant notamment une équipe qui s'occupe de ça, puisqu'aujourd'hui, on est tout à double casquette sur le sujet de la maison. Lisa en DA, les personnes de la production également. Donc l'idée, ce serait de pousser un petit peu plus le curseur là-dessus, et d'aller aussi, par la même occasion, développer tout l'accessoire, qui est encore très petit chez nous, parce qu'en fait, on n'a pas d'équipe dédiée à la maroquinerie. Les chaussures, on le fait en plus du reste, et on voit qu'en fait, malgré le peu d'efforts qu'on met dedans, on a quand même des super résultats. Donc on pense qu'il y a un énorme potentiel. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est l'international. Aujourd'hui, on fait 10% de notre chiffre d'affaires en ligne sur l'inter, ce qui est finalement assez peu. Et surtout, on fait rien pour le travailler. Donc tout l'enjeu, ce serait d'investir un peu sur l'international, en commençant à faire ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui, un petit peu de paid, donc des ads sur l'international, d'aller travailler un petit peu d'influence, en tout cas travailler notre notoriété sur des marchés cibles. Évidemment, en tout premier lieu, la Belgique, qui est notre deuxième marché et qui est en forte croissance depuis 2 ans, mais après, pourquoi pas aller un peu plus loin. Et donc ça, c'est le troisième objectif de la levée. Tout ça, l'idée, c'est que ça nous amène à horizon 2030, donc dans 5 ans, autour de 25 millions de chiffre d'affaires et de 3 à 4 millions d'EBITDA. Donc par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, donc on était un petit peu en dessous de 8 millions de CA cette année, donc ça fait x3, un petit peu plus de x3 en CA, et entre 3 et 4 en rentabilité par rapport à là où on est aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si Lisa, tu veux ajouter quelque chose, si tu penses à un truc que j'ai oublié. Non, je pense que c'était assez clair. J'ai vu qu'il y avait des questions déjà. Ou Maud, toi qui nous as beaucoup entendu parler de la marque, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on aurait dû mentionner? Non, merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. Je pense que c'était très clair, très complet. En effet, il y a des questions, donc on va y revenir juste après. Nous, en tout cas, je le redis, mais chez l'ITA, on est vraiment ravis de participer au financement de Make My Lemonade et de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Avant de passer peut-être à la session questions-réponses, je voulais vous rappeler à tous les conditions de cet investissement et revenir aussi sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes. Donc, je vais un petit peu répéter ce qu'a dit Inès, mais dans le cadre de cette levée de fonds, Make My Lemonade lève des fonds en actions avec un objectif cible de 1,5 million d'euros. Et dans cette levée, la rentabilité va se caractériser par une réduction d'impôt de 18%, par une plus-value potentielle à partir de 5 ans,
J'ai vu qu'il y avait des questions, j'ai répondu par écrit, mais on n'aura pas de dividendes sur ce produit. On se concentre plutôt sur la plus-value potentielle de sortie. Et sachez que c'est aussi un investissement éligible au PEA et au PEA-PME. Voilà, juste pour vous redonner un petit peu le contexte, jusqu'à maintenant, Make My Lemonade était en phase de pré-collecte. On a en effet explosé les scores avec plus d'1,6 million d'intentions d'investissement reçues. Donc, ça annonce une collecte très dynamique qui vient juste d'être lancée. Et je vois qu'on est déjà à plus de 30 000 euros en quelques minutes, donc c'est super. Pour ceux qui n'ont pas encore validé leur profil investisseur, je vous invite vraiment à le faire rapidement, puisqu'il y a des délais via notre prestataire bancaire qui doit valider vos pièces d'identité. Voilà, donc ça peut prendre jusqu'à 48 heures. Donc, sur une collecte rapide, c'est important de le faire dès le début. Et puis, je vais vous remettre aussi dans le chat un lien du replay d'un webinaire de bienvenue que j'ai organisé il y a 2 semaines pour vous réexpliquer un petit peu qui est Lita et comment valider son profil. Comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Voilà. Et puis, je reviens brièvement sur les raisons pour investir, même si Lisa et Inès ont bien tout expliqué. Mais vraiment, pour Lita, d'abord, Make My Lemonade, c'est une marque forte qui dispose d'une communauté engagée. La marque bénéficie d'une vraie identité dans le secteur de la mode, portée par un univers visuel singulier et un positionnement unique sur les sujets d'inclusivité. Et une communauté engagée avec près de 425 000 abonnés sur Instagram notamment. Donc voilà, tout ça, ça nourrit une relation de proximité avec sa clientèle, dont la fidélité se traduit par 64% du chiffre d'affaires qui est réalisé par des clientes existantes. Donc ça, c'est la première raison importante pour nous. La deuxième, c'est la réussite de sa stratégie de distribution omnicanal en 2024. Ça, pareil, Inès en a bien parlé, mais le flagship parisien continue sa progression pour la 6e année consécutive. Et la récente ouverture de la boutique de Lyon dépasse les attentes. Donc voilà, tout ça, c'est des signaux très positifs. Et cette présence physique maîtrisée vient renforcer vraiment la notoriété et l'expérience de marque tout en contribuant à la croissance. Ça, c'est notre deuxième raison. La troisième, ça va être plutôt l'attraction commerciale et la diversification de l'offre, avec un chiffre d'affaires global en croissance de plus de 18% en 2024, malgré un contexte de marché dégradé. Et puis l'élargissement de l'offre, notamment à travers le segment maison, plus de 58% versus 2023. Donc tout ça confirme la pertinence du positionnement lifestyle et la capacité de la marque à capitaliser sur son ADN pour développer de nouvelles catégories. Et puis le dernier point, Lisa en a bien parlé également, c'est vraiment l'équipe complémentaire et bien entourée, avec une équipe dirigeante présente aujourd'hui qui est expérimentée, qui a une répartition claire entre la direction artistique d'un côté et les opérations de l'autre. Et puis, comme l'a bien expliqué Lisa aussi, l'équipe est soutenue par des actionnaires stratégiques comme Sacha Bostoni, le fondateur de Jimmy Fairly ou le fondateur de Bash, qui apportent des conseils précieux sur le déploiement de l'offre et pour nous qui sont bien sûr très importants. Voilà pour les 4 raisons pour investir côté Lita. Sans plus tarder, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Dans le mail d'invitation au live meeting, vous aviez la possibilité pour ceux qui ne pouvaient pas être présents de nous envoyer aussi des questions. Donc moi, j'en aurai un petit peu aussi à poser si on a le temps, mais je vois qu'il y en a pas mal en live, donc on va peut-être commencer par celle-ci. Alors, vous pouvez, si vous voulez, voter, sachez, pour les questions que vous préférez, si jamais on n'a pas le temps de tout traiter, mais on va essayer de faire le maximum. Alors, je vais peut-être commencer par la question d'Émilie qui demande « Bonjour, pourriez-vous préciser la stratégie de développement sur la stratégie multicanal qu'apporte l'angle retail boutique par rapport au modèle historique centré sur le online, impact sur le profil de rentabilité de la société et deuxièmement sur la stratégie prix, c'est volonté de monter en gamme ». Si tu veux, je peux répondre vite sur la stratégie de prix parce que la réponse, elle est assez rapide. On n'a pas du tout l'intention de monter les prix et d'utiliser le retail pour faire ça. Le but, et j'en ai parlé un peu pendant la présentation, c'est qu'on a une marque qui est pricée de façon assez juste par rapport à là où on le produit et la qualité de nos produits et le lien qu'on veut garder avec notre communauté, qu'on veut rester une marque qui est, alors évidemment, tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais qui est quand même relativement accessible. Donc non, il n'y a pas de stratégie de monter en gamme ou de monter les prix. En tout cas,
c'est pas du tout prévu dans les 5 prochaines années. Et ensuite, sur la stratégie multicanal, qu'est-ce que ça nous apporte le retail? Alors, premièrement, on y va tranquillement comme tu as pu le voir. Nous aujourd'hui, ce que ça nous apporte, c'est qu'on voit avec Paris et on le voit avec le démarrage de Lyon, qu'on est capable de générer plus d'1 million de chiffres d'affaires en une année sur une boutique avec une rentabilité au bout de 8 mois. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'a modélisé. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans le plan de développement, au-delà évidemment du fait qu'on a envie d'aller à la rencontre de notre communauté et que ça nous paraît juste dans le développement de notre marque et dans le rapport qu'on a avec eux, d'aller s'installer dans les grandes villes françaises, d'un point de vue purement business, en fait, c'est une décision qui a quand même pas mal de sens parce qu'elle est assez rapidement rentable chez nous, parce qu'on a la chance d'avoir des boutiques où, en fait, on est attendu dans les villes dans lesquelles on se rend et, en fait, on a un trafic. On n'a pas besoin de 3 ou 4 ans de ramp-up, de visite pour être rentable. En fait, on a besoin de moins d'une année. Donc ça, c'est quand même la force du modèle retail et ça nous permet de contribuer très largement au plan d'accélération globale de la marque, puisqu'aujourd'hui, le retail, ça pèse que 30% de notre chiffre d'affaires et à l'horizon 2025, avec ces boutiques-là, ce sera plus de 50%. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir accélérer un peu plus vite avec ce retail. Et l'impact sur la marge, il est présent en année 1, puisqu'il y a pas mal d'investissements. Donc, typiquement, des années où on a prévu 2 ouvertures de boutiques, clairement, il y a un impact. Mais en revanche, dès la deuxième année, c'est lissé parce qu'en fait, on atteint la rentabilité assez rapidement. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. J'ai pas vu ton prénom, mais voilà. Merci, je pense que ça y répond. N'hésitez pas s'il y a besoin d'éclaircissement à préciser. On a également une question de Justine qui nous demande pourquoi ne pas miser davantage sur les précommandes pour réduire au maximum les surstocks et les coûts. Certaines marques lancent leurs produits que sur précommande. Tu veux répondre? Ouais, je peux répondre. Alors, nous, c'est un super indicateur parce que le nerf de la guerre, quand on a une marque de prêt-à-porter, c'est de ne pas surstocker avec des stocks dormants. Ce qu'on nous a pas dit, c'est que Make Money Manage, on ne marche pas vraiment sur le système de solde en janvier ou solde en juin. On essaye de produire le plus juste possible au prix le plus juste. Et en fait, la précommande nous aide en fait à jauger quelle va être la production. Donc, par exemple, si on va lancer des nouvelles tailles, on va lancer un pré-order et on aura une idée du nombre de tailles qu'il va falloir qu'on produise. Et en fait, les pré-orders nous aident à, on va dire, calibrer au mieux nos productions sur les collections du reste de l'année. Et pourquoi pas faire que des lancements en précommande? Parce que malheureusement, pour faire un produit, ça prend beaucoup de temps. Et souvent, entre le moment de l'achat et le moment de la réception du produit, selon la façon, la technicité, le tissage des pièces, parce que l'idée c'est de tout faire de zéro et de tout lancer après la précommande, ça peut durer 3-4 mois. Et c'est vrai que dans un secteur où la désirabilité est assez volatile, entre le moment de l'achat et le moment de la réception, il peut se passer beaucoup de choses et on préfère anticiper sur des matières qu'on connaît, sur des modèles aussi qui sont attendus de faire de la précommande plutôt que de lancer toute une collection. Parce que finalement, si on lance une collection en janvier, ils la recevront que par exemple en mai ou juin. Est-ce que la temporalité du produit, est-ce qu'on arriverait à se projeter sur par exemple une robe légère en janvier pour la recevoir en juin? Donc non, on fait pas. Ouais, c'est un modèle qui a ses limites, mais en revanche, il est hyper utile et on va continuer d'en faire pour tester l'appétence sur certaines typologies de produits ou sur là typiquement on en a d'ici la fin de l'année on en a au moins 3 de prévus, donc ça reste quelque chose qui est clé en fait dans notre plan d'animation commerciale et dans notre façon de tester et de mettre en ligne les produits. Généralement c'est pour des pièces qu'on connaît, pour des nouvelles couleurs, pour des accessoires ou les tapis par exemple. C'est des achats qui sont un peu plus long terme. Super, merci beaucoup. Une autre question de Justine qui demande si les investisseurs auront des avantages sur les produits. Et il y a aussi une question de Stéphanie qui demande en tant qu'actionnaire, pourrait-on visiter des ateliers ou être invité au défilé? Donc peut-être que c'est l'occasion de parler du Lemonade Board. Carrément. Ouais, vas-y. Alors on n'a pas prévu de réduction pour les personnes qui vont investir pour la simple et bonne raison que les réductions, on les fait vraiment avec parcimonie et notre marge, elle n'est pas non plus extensible. Et ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on aimerait vraiment créer un board pour demander vraiment l'avis du Lemonade Board. Par exemple, si sur une session d'achat d'une collection, on n'arrive pas,
à être d'accord, où on voudrait avoir un appui des gens qui font Make My Lemonade. Par exemple, il faut présenter toute la collection et les différents board members peuvent mettre des notes sur les produits auxquels ils croient le plus. Enfin, vraiment avoir une espèce de jury intégré via le Lemonade Board. C'est comme ça qu'on aimerait utiliser cette communauté. Cette relation particulière qu'on va développer. Tu vas rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bien. Okay. C'était pas très clair, peut-être. Moi, j'ai compris en tout cas. Je pense que c'est clair, mais si ça manque de clarté, pareil, n'hésitez pas à nous le dire. On a 2 questions concernant la levée de fonds Tudigo. Alors, la première, bonjour, il y a déjà eu une levée de fonds en 2024 sur Tudigo. Pourrait-on connaître les retombées de cette première levée de fonds et aussi comprendre pourquoi une deuxième levée de fonds a été lancée? Et la deuxième, je les affiche comme ça, hop. La deuxième, quid de la levée de fonds faite fin 2024 via Tudigo? Quelle différence? Quels nouveaux objectifs? Ouais. Alors, effectivement, on a lancé une levée de fonds l'année dernière via Tudigo. Donc, Tudigo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de levée de fonds participatif qui a un fonctionnement relativement similaire à celui de l'ITA, à la différence que c'est pas une plateforme engagée. Donc, il n'y a pas de sélection qui est faite sur la typologie de marque, sur des critères d'engagement environnementaux ou sociaux comme peut le faire l'ITA à l'entrée. Tudigo, en fait, on n'a pas du tout utilisé leur volet communautaire pour lever des fonds. On a été approché via un de nos investisseurs par le fondateur de Tudigo qui nous a proposé de proposer une levée de fonds Make My Lemonade auprès de sa communauté à lui. Donc nous, on n'a absolument pas parlé de cette levée de fonds. Elle a été visible parce que Tudigo a bien sûr communiqué, mais nous, on n'a pas du tout parlé. On n'a pas du tout proposé à notre communauté d'en faire partie. L'idée, c'était plutôt que Tudigo propose à son réseau de business angel de participer à une levée de fonds sur Make My Lemonade. Et cette levée de fonds qu'on a faite l'année dernière, elle était d'un beaucoup plus petit montant, puisqu'on avait un montant cible autour de 400 000 euros. Et le but pour nous, c'était de financer le développement retail de 2025 à travers cette levée Tudigo. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était dimensionné très différemment et avec un objectif qui était vraiment concentré sur les personnes qui étaient dans le réseau Tudigo. Et en fait, on a lancé cette levée sur Tudigo qui, du coup, a été vue par certaines personnes, dont les équipes de l'ITA. J'ai été contactée par le fondateur de l'ITA qui s'appelle Pierre, qu'on a rencontré et qui nous a convaincus qu'en fait, on avait une communauté qui pouvait être intéressée au fait de devenir actionnaire et de prendre part à la marque. Et après, voilà, des discussions avec notre board, avec l'ITA, on s'est dit que c'était le bon moment en 2025 parce qu'on a fait une année 2023 et 2024 assez exceptionnelle, que tous les feux étaient ouverts et que c'était le bon moment pour proposer à notre communauté de prendre part à l'aventure. On voulait attendre les 10 ans aussi. Et voilà, et on avait ce cap symbolique des 10 ans qui nous a aussi permis de rétribuer une part de la réussite commune de Make My Lemonade en ouvrant l'actionnariat cette année. Donc c'est vraiment 2 objectifs et 2 dimensionnements qui étaient quand même très très différents et qui finalement viennent se compléter assez simplement. Très clair. Comme on est sur les questions plutôt levée de fonds, il y a une autre question qui demande si il y aura une levée de fonds en obligation à l'avenir. C'est pas prévu. Le but pour nous, c'est d'aller, avec les fonds qu'on a levés là, si on a besoin, et d'ailleurs c'est le cas pour certaines ouvertures de boutiques, de plus de fonds, on va faire de la dette auprès d'établissements bancaires avec qui on a déjà commencé à discuter en parlant de la levée qui est en cours. Super, merci beaucoup. On a une autre question de Stéphanie qui dit « Vous venez de parler de la Belgique, mais l'Italie et Londres sont des marchés ultra porteurs. Ce qui se passe par ces marchés est médiatisé à l'international, d'où le développement rapide via reconnaissance de la marque. Réfléchissez-vous à ces développements ?» Oui, Milan. Carrément. Londres, déjà, c'est notre l'Angleterre, c'est notre 3e marché, le UK. Donc, clairement, gros sujet, j'en ai pas parlé, mais si, en fait, aujourd'hui, on a Belgique, Suisse et UK et l'Allemagne qui est juste derrière, qui sont nos plus gros marchés. Alors, encore une fois, avec 10% du chiffre d'affaires, mais quand même, c'est, dont la Belgique qui en prend la moitié, mais c'est quand même pas mal. L'Italie, c'est encore très petit. Je pense qu'on a un enjeu de notoriété là-bas. On n'est pas du tout connu. Et j'ai d'ailleurs le même sujet sur l'Espagne. Je pense que c'est 2 marchés sur la couleur. Enfin, notre DA, je pense que c'est vraiment des DA qui pourraient énormément plaire là-bas. Donc, on a un gros enjeu de noto. On aimerait bien trouver des collaborations locales pour pouvoir faire connaître la marque et pour pouvoir tester le potentiel d'abord online. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas prévu d'ouverture retail à l'inter, mais post 2030, pourquoi pas se lancer dans cette aventure si on voit qu'il y a un marché qui a vraiment bien pris. Super, merci. Je vois qu'on a une autre question de Émilie
qui demande comment a évolué la part du chiffre d'affaires réalisé par les produits permanents et leur contribution à l'EBE. Très bonne question. En fait, les produits permanents, ils n'existaient pas avant 2022. Avant mon arrivée. C'était une des premières choses que j'ai dit à Lisa quand je suis arrivée. Je lui ai dit qu'il y avait plein de produits qui étaient très demandés par la communauté et qui cartonnaient, mais qui étaient disponibles que dans les collections et pas en permanence sur le site. Donc, on a regardé la data et on a fait une liste ensemble avec Lisa et on s'est dit go, lancer les permanents. Donc, la contribution au chiffre d'affaires en partant de zéro, évidemment, et en croissance constante, mais elle est aussi en croissance constante parce qu'en fait, on continue d'alimenter et d'animer cette collection permanente. Et on ajoute et on supprime aussi parfois des pièces quand on sent qu'elles ont une moins bonne performance. L'idée, c'est de rester entre 30 et 40% du chiffre parce que je pense que voilà, une marque a besoin aussi de raconter des choses nouvelles et de lancer de la nouveauté pour vivre. Mais le but, c'est que ce soit un équilibre un peu constant. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et on l'a vu à Lyon, donc Lyon, c'est la boutique sur laquelle on fait le plus d'acquisitions aujourd'hui. Enfin, c'est le canal sur lequel on fait le plus d'acquisitions aujourd'hui, PS Paris et le online. Et en fait, on voit que la part des permanents est surreprésentée. Aujourd'hui, on vend plus de 50% des permanents. Donc, en fait, les permanents, c'est une super façon pour nous de faire rentrer des gens dans la marque qui vont rentrer avec une pièce qui peut être sur l'échelle de Make Money Money considérée comme un peu plus classique. Même si elle reste évidemment avec une identité assez unique et forte, mais un peu plus classique. Et ensuite, elles vont aller sur des pièces peut-être de la nouveauté. Donc en fait, les permanents, c'est aussi une façon pour nous de faire rentrer les gens dans Make Money Money. Et en termes de contribution à l'EBE, en fait, ce qui est génial avec les permanents, c'est que c'est des pièces qu'on ne remise jamais. En fait, comme on prend pas vraiment de risque, étant donné que c'est des pièces dont on connaît la force et c'est assez facile pour nous de faire des prévisions de vente sur ces pièces-là, on n'a jamais besoin de les remiser. Donc en fait, c'est des pièces qui contribuent directement à la rentabilité et qui ont une contribution. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une super ligne d'avoir 30% de notre chiffre d'affaires sur le prêt-à-peu qui provient de là, parce que ça contribue fortement à la marge. Super, merci pour ces précisions. Je continue, il y a plein de questions, avec une question de Ségolène qui nous dit qu'elle a épluché le dossier d'investissement et qu'elle a des questions sur l'équipe. Oui, j'ai vu ta question, Ségolène. Effectivement, c'était une erreur. Il faut qu'on regarde ça avec Maud parce qu'il n'y a pas du tout de réduction de la masse salariale entre 2024 et 2025. Alors, soit c'est une faute de frappe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu ta question, donc j'ai regardé dans le BP, c'est pas ça le chiffre. Donc, il y a bien une croissance de la masse salariale. Maud, on regardera peut-être et on pourra je sais pas si on pourra vous apporter une réponse a posteriori. Mais non, le but, c'est pas du tout de réduire la masse salariale. J'ai pas envie de vous dire au contraire parce qu'on va pas non plus la faire exploser. Mais l'idée, c'est qu'on a une croissance assez raisonnée de la masse salariale depuis quelques années. Il y a eu une année, je crois que c'était entre 2022 et 2020, ou entre 2023 et 2024, où il y a eu une croissance assez conséquente parce qu'en fait, on a vraiment structuré l'équipe avec mon arrivée sur une année complète et on a vraiment structuré des vrais pôles chez Make Money Money. Mais l'idée, c'est que la croissance qu'on a eue entre 23 et 24, qui je pense était plus stable, elle continue sur les années. Le but pour nous, je vous en ai parlé, c'est de quand même continuer à staffer l'équipe de production notamment pour pouvoir avoir des personnes qui puissent s'occuper des différentes verticales. On a parlé du développement de l'accessoire, de la maison et aussi de structurer les équipes des opérations parce qu'aujourd'hui et des achats parce qu'aujourd'hui on a une personne qui s'occupe de absolument tout. Donc non, on a encore quand même quelques recrutements clés prévus devant nous. Donc non, il n'y a pas du tout de réduction de la masse salariale entre 24 et 25. Eh bien, bonne question. Du coup, on va pencher sur cette petite erreur dans ce cas-là. Merci en tout cas. On a une autre question de Stéphanie qui vous demande quel est le profil type d'une cliente, étudiante, citadine, cadre ou autre. Quel est l'âge moyen et peut-être une moyenne de leur panier d'achat? Ouais. Alors, notre cliente aujourd'hui, c'est assez difficile de faire un profil type, mais si je dois essayer de dresser un portrait robot, elle a 30 ans, elle habite en ville. La moitié à Paris et l'autre moitié pas à Paris, plutôt cadre parce que enfin ou en tout cas ou libéral mais en tout cas profession qui voilà on le sait on est quand même une marque qui est pas à 100% qui est pas accessible à toutes les bourses, donc on est plutôt sur des CSP+. Et la moyenne du panier d'achat, aujourd'hui, elle est à 135 €. Ce qui est intéressant de vous préciser, c'est qu'en général, une personne qui vient pour un premier achat chez Make Money Money, elle dépense autour de 100 €. Et pour le deuxième, ça monte à 156 €. Donc, en fait, on a vraiment on vous en a parlé, mais c'est une marque qui repose sur la fidélité. Make Money Money est sur notre communauté qui est au rendez-vous, qui continue de grossir, mais qui est au rendez-vous dès qu'on lance quelque chose. Et en fait, quelqu'un qui rentre chez Make Money Money, il va faire un premier achat peut-être un peu plus facile, acheter un pantalon ou un haut. Et ensuite, quand les personnes reviennent, elles vont dépenser beaucoup plus. Donc voilà, la fidélité ferait aussi partie de ce portrait robot. Mais voilà, 30 ans, citadine CSP+. Super.
Je pense qu'on a à peu près fait toutes les questions. Je vois juste qu'il y a une autre question dans le chat, même si vous en avez un petit peu parlé. Mais bonjour, quelles sont les villes dans lesquelles vous souhaitez vous installer? Peut-être vous pouvez revenir dessus. Ouais, alors Bordeaux, donc Lille cette année, ça c'est déjà signé, prévu. On espère démarrer les travaux très bientôt. Donc Lille, c'est prévu d'ici la fin de l'année, si tout va bien. On aimerait bien aller à Bordeaux également. Lille, Bordeaux, Lyon. On s'était dit Aix ou Marseille, l'un ou l'autre. Nantes également, et une deuxième boutique à Paris. Donc je pense que ça doit faire à peu près tout notre plan retail. Et l'idée, c'est à chaque fois d'aller chercher des emplacements. Enfin, on ira aussi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Lille. C'était pas forcément la ville où on allait aller en premier. On avait envie d'ouvrir à Bordeaux en tout premier. On a trouvé Lyon avant Bordeaux, et maintenant on a trouvé Lille avant Bordeaux. L'idée, c'est d'y aller avec un emplacement qui nous satisfasse en tout point et qui nous permette d'avoir la place créative et l'espace d'exprimer toute la marque. Donc, on cherche vraiment des locaux très particuliers. Donc, on prend le temps de les chercher pour être sûr que ce soit un succès. Et puis dans les dépenses, c'est hyper raisonné. On essaie aussi de trouver de la location pure et pas de droit au bail, donc ça prend plus de temps. Et il y a beaucoup de facteurs, la localisation. Donc c'est aussi pour ça que notre réponse est un tout petit peu vague, c'est qu'on reste très ouverte, et notamment sur les dates de ce qu'on va pouvoir trouver sur le marché, parce que c'est un travail très conséquent de chercher tous ces locaux. On a des Rennais qui vous conseillent, qui vous conseillent Rennes. On a une autre question sur le chat. Pardon. Non, je disais les Toulousains en général disent toujours pourquoi pas Toulouse. Et moi, je viens de Toulouse, voilà. Peut-être que je finirai par céder. On a une autre question pour Lisa. Où as-tu envie d'emmener la marque dans les prochains 10 ans? T'adores cette question. C'est une très bonne question. C'est difficile pour moi d'y répondre parce que déjà, il y a 10 ans, j'avais du mal à imaginer que je serais là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec un duo comme Inès, plutôt envie de l'amener le plus loin possible. Et après, j'avoue que très égoïstement, mon quotidien est déjà fait de beaucoup de joie à imaginer des collections, de les voir porter. En fait, j'aimerais bien que en les 10 prochaines années, on ne perde pas l'essence de ce que fait Make Many Money, des vêtements qui rendent joyeux. Et surtout de ne pas s'envoler sur une politique de prix, pas de monter en gamme, toujours avoir cette idée de base d'habiller le plus de femmes possible, aussi bien en taille qu'avec le porte-monnaie, et qu'elles achètent un vêtement qui a du sens et qui est bien fait. Et si on arrive à garder ça les 10 prochaines années, ça sera déjà énorme. Je fais une ambition d'en faire un mastodonte, mais de ne pas perdre son âme sur les 10 prochaines années, grandissant de façon plus saine possible. Super. Merci Lisa. On a encore une question sur le Lemonade Bird dont vous avez parlé tout à l'heure. Sera-t-il constitué de l'ensemble des investisseurs Lita ou une sélection sur candidature? On n'a pas encore. En fait, on savait pas combien vous allez être, donc on attendait un petit peu d'avoir cette information pour décider définitivement. Mais oui, en fait, l'idée ce serait que une fois qu'on aura tout finalisé, on envoie une communication aux personnes ayant souscrit une participation dans Make Money Money pour leur demander quel est le niveau d'implication qu'ils souhaitent avoir, parce que je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui n'ont pas du tout envie de répondre à nos questions. Et si on sent qu'il y a des personnes qui sont super motivées, je pense qu'on créera probablement une base d'emailing dédiée sur ces personnes-là, donc qui seront probablement le cœur du Lemonade Board, à qui on enverra une animation pour prendre part à des décisions avec nous liées au futur de Make Money Money et de ses créations. Et puis, il doit y avoir une personne de chez Lita au board member avec, on va dire, les 5 déjà représentants. Et je sais pas, on n'a pas encore réfléchi sur comment on va sélectionner la personne, mais peut-être sur la candidature. Je sais pas si c'est possible de faire ça en mode. On dit peut-être n'importe quoi. Ouais, on l'a dit, mais on peut envisager des choses. Il faut en effet qu'on s'en reparle, mais c'est vrai qu'il y avait une question sur ce board member Lita. Donc, on reviendra peut-être vers vous avec plus d'éléments de ce côté-là. Super. On a une autre question de Émilie, un petit peu plus chiffrée, qui demande, qui dit, en ce qui concerne les flux de trésorerie, pourriez-vous commenter la génération de cash, la variation de BFR qu'on voit dans le BP en 2025 et globalement la manière dont vous gérez votre croissance et vos investissements?
Ouais. Donc le BFR, tu as mis le doigt sur un sujet absolument clé, sur une marque comme la nôtre de mode où en fait on doit financer nos collections en grande partie avant même de les avoir vendues. C'est un sujet clé. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Tu peux dire ce que c'est s'il y a des gens qui savent pas. Oui, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc en fait c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est quand tu as de l'argent qui est immobilisé quelque part, donc dans un actif. Donc nous en l'occurrence c'est financer nos collections, qui est un actif chez nous qu'on met entre 4 à 6 mois à écouler. En fait, on les aura déjà financés et c'est un actif qui est chez nous et qui va mettre entre 4 et 6 mois dans le meilleur des cas pour dégager tout son rendement. Donc c'est tout cet argent qui est immobilisé. Donc quand on est une marque de vêtements, déjà de base on a un besoin en fondement qui est assez conséquent. Et en plus, quand on est en croissance comme nous, comme on est tout le temps en train de financer la collection d'après qui souvent est un peu plus conséquente parce qu'on fait de la croissance que la collection d'avant, en fait on a des besoins de cash qui sont assez conséquents. Donc c'est aussi pour ça que notre croissance, elle a été, elle est excellente depuis les dernières années, mais elle est aussi un peu plafonnée depuis le début par ce sujet de BFR, parce qu'en fait aujourd'hui il y a plein de moments où je suis obligée de prendre des décisions, de me dire ça je sais que ça pourrait cartonner, mais en fait j'ai aujourd'hui pas suffisamment de cash pour pouvoir financer toute cette prod, donc je vais me limiter et me dire tant pis, on le lancera dans un temps 2 si jamais il y a de la demande. Et voilà, donc il y a un manque à gagner qui est énorme lié à ce BFR. Donc aujourd'hui c'est le sujet clé. Moi c'est mon sujet principal au quotidien. Je fais plein de choses, mais dans mes sujets principaux il y a le sujet du BFR. Je suis accompagnée de notre DAF pour gérer ce sujet au quotidien. Et le solutionner, ça passe par plein de choses. Ça passe par le fait de négocier avec nos plus gros fournisseurs des conditions de paiement qui sont préférentielles, donc décaler les paiements et de leur dire qu'on les paiera à 60 jours après le lancement de la collection. Ça marche que avec les fournisseurs de confiance, mais ça aide à gérer ce sujet-là. On a des super partenaires bancaires qui nous accompagnent au quotidien. Donc, typiquement, dans un moment clé comme l'ouverture d'une boutique qui va mobiliser beaucoup de cash pour financer un stock, pour financer des travaux de boutique, etc. On a des super partenaires qui nous aident. Donc, ça nous aide aussi. On a notre board qui, de façon ponctuelle, nous a aidés à des moments où c'était important pour nous. On savait qu'on avait une variation de trésorerie qui nécessitait de façon très temporaire un apport de 100 000 euros, par exemple. Et ensuite, c'est de la gestion au quotidien, d'étaler des paiements, de négocier des échéanciers. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Cette levée de fonds va nous permettre d'avoir un petit coussin, un petit matelas de cash, mais de continuer à gérer ce sujet comme on le gère aujourd'hui, c'est-à-dire de façon très saine et très raisonnée. Le but, c'est pas parce qu'on va avoir un apport de cash de commencer à faire n'importe quoi. On va continuer à négocier nos conditions de paiement, à solliciter nos partenaires bancaires, à solliciter les gens qui nous entourent si c'est nécessaire. Mais ce qui est certain, c'est que ça va nous aider. Donc, en fait, les flux de cash que tu as dû voir dans le BP, en fait, montrent qu'on a une trésorerie qui est extrêmement fluctuante parce qu'il y a des mois où on va faire des paiements fournisseurs parce qu'on va financer une énorme collection et en fait, on va récupérer le cash ensuite. Donc, elle est très saisonnière selon l'implantation des collections et les moments où on doit les financer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Super, merci pour toutes ces précisions. Je pense que c'était clair. Écoutez, je crois que ça y est, on a fait le tour de toutes les questions. Je revérifie, mais normalement tout a été traité. Dans tous les cas, on reste disponible côté Make My Lemonade et côté Lita pour répondre à toutes vos questions additionnelles si elles viennent pendant la phase de collecte. On arrive à la fin de ce moment d'échange. Pour celles et ceux qui auraient manqué le début, sachez que vous pourrez retrouver le replay de ce live dans l'onglet Opération, donc n'hésitez pas à aller le visionner. Et puis, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention, pour votre participation, pour votre intérêt pour cette belle campagne qui s'annonce. Comme je l'ai dit en début de live, on vient de lancer la collecte, donc n'hésitez pas à aller concrétiser votre investissement dès maintenant. Et puis, voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt sur lita.co. Merci à tous, merci pour vos questions. Merci Lisa, merci Inès. Bonne journée. Bonne journée.